FM, Forum Musique. Bouba, merci et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, Maître Abdoulaye Tine, c'est le président du parti politique Union sociale et libérale. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Antoine. Il faut ajouter que vous êtes également défenseur des droits humains. Tout à fait. Vous venez de créer un parti politique au moment où on décrit la pléthore de formations au Sénégal. Quelle est l'opportunité pour vous de mettre en place une formation politique? Merci, Antoine. C'est une question effectivement très pertinente au regard du foisonnement du nombre de partis politiques au Sénégal. Mais pourquoi avoir créé un parti et non pas avoir choisi effectivement d'intégrer une formation existante? Parce que tout simplement, l'ambition que nous avons jugé qu'il était indispensable, incontournable, de créer un nouveau cadre de participation. Et quelle est cette ambition? Cette ambition résulte d'une double volonté qui elle-même résulte d'un processus d'écoute, de consultation des citoyens qui nous a amené à une constatation très simple, c'est-à-dire l'indispensable nécessité de réhabiliter la politique au Sénégal. Les citoyens, majoritairement, ont l'impression qu'aujourd'hui, ils ne sont pas écoutés et représentés au niveau des institutions. Donc, il fallait forger un cadre de participation d'une nouveauté qui permettra effectivement l'adhésion de tous ces citoyens. Et là, vous clouez tout simplement au pilori les formations politiques déjà existantes. D'une certaine manière, parce que nous existons, peut-être je vous l'apprends, nous avons notre récépissé depuis le 21 septembre 2016. Ça veut dire que la création de cette formation résulte d'un processus de maturation, à la fois intellectuelle et institutionnelle. Intellectuelle parce que tout simplement, nous avons vu que la majorité des citoyens sénégalais souhaitent participer dans la marche des affaires publiques. Mais la politique ces dernières années était devenue synonyme de complot, d'intrigues et de scandales politiques. La politique était devenue une somme, une addition de promesses non tenues. Et vous pensez que vous pouvez faire bouger les choses, les changer? Oui, il y a déjà un ordre établi quelque part. Il y a un ordre établi, mais aujourd'hui, nous ne désespérons pas pour deux choses. La première, c'est que la majorité des citoyens, le parti majoritaire au Sénégal aujourd'hui, c'est le parti des sans-partis, les gens qui ne sont pas dans ces appareils. Donc, c'est une manière de les réconcilier avec la politique. Capter tous ces gens-là. Capter tous ces gens au service du développement national. Oui. Le deuxième constat aussi, c'est que les intellectuels ces dernières années ont désaffecté, ont quitté la sphère politique, contrairement aux premières années de l'indépendance. Union sociale libérale, j'allais dire le social et le libéralisme ensemble. Comment concilier deux idéologies quelque part antagoniques, si on peut parler ainsi? Oui, c'est une nouvelle synthèse qui est conforme à la pratique actuelle du monde, la marche du monde. Pour prendre ne serait-ce que l'exemple de l'histoire politique du Sénégal, on a vu effectivement ici qu'il y a eu des partis au pouvoir, des partis socialistes, sous le régime socialiste par exemple, mais jamais le Sénégal n'a eu autant de programmes effectivement d'ajustement structurel, c'est-à-dire de désengagement, de privatisation de la santé, donc des programmes à connotation libérale. Très bien. Et sous le régime libéral d'Abdoulaye Wade, on a eu quand même d'immenses projets, des efforts effectivement à caractère, à vocation sociale, comme la génération des bourses pour tous les étudiants, ne serait-ce que pour cela, ou d'autres programmes à vocation sociale, les logements, le plan Diakhaï. Donc c'est pour vous dire que... En définitive, il n'y a pas une idéologie qui est appliquée à 100%, ce qu'il faut comprendre. Exactement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, être social-libéralisme apparaît comme étant une doctrine pragmatique, une doctrine de l'action conforme à la pratique de la réalité. Maître Abdoulaye Tine, du statut de défenseur des droits humains, vous passez à celui de partisan, au sens politique du terme. Quelque part, ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas antinomique pour la bonne et simple raison que déjà la majorité des membres de notre parti, c'est des gens qui sont issus de la société civile. De la société civile qui ont une certaine
expertise, une certaine connaissance des enjeux économiques et sociaux. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal a besoin de talents au pouvoir. Il a besoin de compétences, c'est-à-dire des gens qui sont en mesure effectivement de comprendre les enjeux, de les théoriser et d'apporter des solutions opérationnelles pour que l'énergie du peuple sénégalais soit mobilisée, non pas autour de querelles de chapelles ou de personnes, mais au service du développement économique, c'est-à-dire que la politique, quand on parle de politique, c'est des programmes pour lutter contre la pauvreté, qui est l'adversaire le mieux partagé ici au Sénégal. Même engagé politiquement, vous allez avoir le même ou la même détermination à défendre les droits humains. Tout à fait. Moi, j'ai commencé à défendre les droits humains depuis ma première année à la faculté de droit. J'ai été le secrétaire général de l'amicale des étudiants de l'IDHP. Et durant tout mon parcours, mon passage aux Nations Unies, jusqu'à l'exercice effectivement de ma profession d'avocat, je n'ai eu de cesse de m'investir au Sénégal et un peu partout à travers le monde pour défendre des causes. Et je pense effectivement, quel que soit le niveau de responsabilité où je me situerai effectivement, je serai encore et toujours un militant des droits de l'homme. Très bien, on va commenter l'actualité si vous le voulez bien. L'actualité aujourd'hui dominée par cette insécurité qui hante le sommet des paisibles citoyens sénégalais avec des cas de meurtre, agressions, vols à main armée. Commentaire sur cette actualité quand même, ce qui se passe qui inquiète les citoyens sénégalais. Oui, j'ai des commentaires. Le premier commentaire, c'est que cette recrudescence de la société traduit de l'insécurité à travers la société sénégalaise plutôt, et la traduction, l'expression d'un immense malaise social, dont les racines sont politéiformes, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, l'affaissement au niveau moral, ce qui veut dire effectivement aujourd'hui, le peuple sénégalais a besoin d'éthique, il a besoin des référents, et nous avons besoin de réarmer moralement nos citoyens. Ceci étant, le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la liberté et à la sécurité. Ce qui veut dire que l'État du Sénégal a l'obligation, c'est une obligation de résultat, de garantir à tous nos concitoyens la sécurité. Et partout où il y aura une agression ou une violence, quelque part, c'est un échec de la sécurité, de l'obligation de protéger l'État. Oui, c'est pour cette raison d'ailleurs que l'État a mis en place un plan sécuritaire. Exactement. Ce plan vous convient, maître? L'État du Sénégal peut mieux faire. Pour deux choses. D'abord, il faut, dans un premier temps, accroître les moyens. Vous savez, la police est l'institution la plus présente et qui exprime, qui représente la loi, l'autorité dans la vie de tous les jours. Si vous faites un tour au niveau des commissariats, vous verrez effectivement l'État des moyens qui sont mis à disposition. Il y a un manque criant de moyens pour la police. Ça, c'est le premier point. Demain, vous êtes agrégé. Quand même un travail remarquable, il faut le saluer. Il faut le saluer, en toute honnêteté et en tout courage. Et vous avez vu les résultats qu'on a eus dans le démantèlement des djihadistes ou dans l'arrestation, dans le cadre de la coopération judiciaire, des différents. Nous avons une police qui a un niveau remarquable, mais qui est privée de moyens. D'où l'impératif de donner les moyens nécessaires, indispensables à la réalisation de la mission. Ce qui veut dire que c'est les véhicules, c'est la mobilité de la police. Partout où la police, plus la police sera présente, plus les malfaiteurs seront dissuadés de passer à l'acte. Moins, comme il y a un adage d'ailleurs qui résume la situation, là où manque la police, abonne la milice. Donc il faut accroître les moyens. Très bien. Alors, l'affaire Elimane Touré, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, pour reprendre l'expression très usitée. Un mot sur cette affaire, ce transitaire mort lors de sa garde à vue dans les locaux de la police. C'est une affaire toujours regrettable, déplorable aujourd'hui. Pour l'instant, il y a deux versions qui s'affrontent. Certains privilégient l'hypothèse du meurtre, d'autres du suicide. Quoi qu'il en soit, je pense effectivement que cette affaire ne peut pas être clôturée aussi rapidement. Il y a quand même une autopsie qui a été faite. Qui a été faite, mais il n'en demeure pas moins, du moment où la famille ne partage pas cette version, peut-être on peut faire une contre-expertise et prendre le temps nécessaire. Je vous rappelle, si je peux faire un parallèle avec l'affaire Mamadou Diop, dès les premières heures,
on avait une autopsie, un procès verbal qui avait été servi. Et plus tard, bien sûr, bon nombre d'éléments ont été rétractés. Il y a une autre hypothèse jusqu'à la fin qu'un tribunal puisse établir la culpabilité et l'élément, bien sûr, intentionnel. Il faut faire une contre-expertise. Il le faut. Il faut exercer tous les voies de recours. Et il y va même de l'honorabilité et du prestige de l'institution policière. Il n'y ait pas d'ambiguïté ni de précipitation. Très bien. Du moment où il y a mort d'homme. Le rapport d'Amnesty sur l'état des droits humains au Sénégal, qui indique un certain nombre de manquements, vous partagez ce qu'indiquent ces rapports? Tout à fait, parce que je travaille en étroite collaboration avec les ONG de défense des droits de l'homme dans ce pays. Je suis un observateur impliqué dans la vie politique au niveau de la défense des libertés. Avant même le rapport, nous avons eu à constater aujourd'hui ici un décalage terrible au niveau des droits humains entre le discours et la pratique. Nous avons noté ces dernières années que la détention préventive a été utilisée par l'exécutif comme un moyen de punir des adversaires politiques. Bon nombre de gens dont la détention ne se justifiait pas se sont retrouvés en prison et plus tard relaxés, pas plus tard que la semaine dernière. Donc ça veut dire effectivement il faut qu'on essaie de regarder au niveau de la politique pénale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la liberté de manifestation, qui ont un baromètre important pour jauger le niveau de démocratie. Ces dernières années, bien sûr, la plupart des manifestations de l'opposition ont été interdites. On est même parti jusqu'à vouloir nous exciper l'arrêté Ousmane Ngom, dont on sait qu'il y a une jurisprudence bien assise et bien constante de la Cour suprême qui n'a jamais changé, qu'effectivement le préfet ne peut pas poser dans le cadre où le gouverneur de mesures de police, il n'a pas un pouvoir général et impersonnel. Il ne peut pas légiférer. Il n'y a que le Parlement qui peut le faire. Ça veut dire effectivement deux choses. C'est que la plupart du temps, l'autorité administrative décidait de refuser la manifestation et ensuite il cherchait une justification légale. Il est temps, bien sûr, après cette... Quand même, il y a quelques correctifs qui ont été apportés par rapport à J'allais en finir. Cette affaire, il est heureux, effectivement, que les autorités, ces derniers temps, que les autorités aient en tout cas eu le courage de se ressaisir, effectivement, et de laisser le jeu normal de l'expression démocratique et de la liberté associative, parce que c'est ça qui fait la vitalité de la démocratie sénégalaise. 3 questions, 3 minutes. L'affaire Al-Khali Cissé, vous êtes son avocat, il est détenu en Arabie Saoudite. Évolution. Évolution, écoutez, Al-Khali Cissé, comme vous l'avez entendu dans les médias, était censé être jugé le 17 novembre dernier. Le procès a été renvoyé, signé. J'ai moi-même pris attache avec les plus hautes autorités de ce pays pour essayer d'avoir les facilités nécessaires à l'organisation de sa défense. Je vous avoue que ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas eu le soutien de ces autorités, ce qui est regrettable. Les autorités sénégalaises. Les autorités sénégalaises. Et je le regrette et je le déplore. Et j'espère qu'ils vont se ressaisir et vont amener les moyens nécessaires avant que ce ne soit trop tard. Pour 2 raisons, et je serai bref. Parce que tout simplement, M. Al-Khali Cissé est aujourd'hui arbitrairement détenu en Arabie Saoudite. J'ai saisi le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Mais ils ont été scandalisés parce que c'est un jugement sénégalais qui l'a complètement relaxé, il est maintenu. Le Maroc ne devait jamais l'extrader. On était dans une hypothèse où le droit international interdisait d'extrader un individu. Il est maintenu alors qu'il a un cancer de la prostate. C'est pour ça que les Nations Unies m'ont recommandé, et on l'a fait, de saisir le rapporteur spécial sur le droit à la santé. Mais aujourd'hui, il n'accède même pas à ces médicaments. On s'est organisé pour que des médicaments puissent passer. On l'a changé de prison et ils ont bloqué les médicaments. C'est un traitement cruel et dégradant. Et un 3e rapporteur a été saisi. Aujourd'hui, il attend. Il attend stoïquement. Et je pense que, quand même, ce n'est pas digne. Parce qu'il a été un parlementaire dans ces pays. Il a un jugement. C'est l'autorité et la valeur même des jugements sénégalais qui est en cause. Et troisièmement, bien sûr, il était en déplacement alors qu'il allait en rendez-vous médical et il était muni d'un passeport diplomatique. Alors, vous êtes l'avocat de l'opposant, jeune opposant gambien, Solo Seneng. Il est mort dans le cadre d'une détention également dans les locaux de la NIA. Oui, quelle est l'évolution de cette autre affaire? Oui, ça c'est une autre affaire aussi, dans le cadre du militantisme et la défense des droits de l'homme à travers le monde. Je suis l'avocat de la famille plutôt. Vous savez, c'était un épisode triste de l'histoire
C'était sous Yaya Jammeh. Sous Yaya Jammeh, Oui. dictature, au plus fort. D'ailleurs. C'était parce que les dictatures, ils sont plus féroces, plus ils sont affaiblis. C'est un réflexe de survie. Oui. Mais finalement, la volonté populaire a eu raison. Mais quand même, la famille a été obligée de quitter la Gambie quand il y a eu cet épisode. Nous l'avons assisté ici. Des réunions ont été faites avec le soutien d'Amnesty International, avec le Haut Commissariat des Nations Unies et avec certaines représentations diplomatiques. Aujourd'hui, bien sûr, Yaya Jammeh a quitté le pouvoir. Mais on ne peut pas passer sous perte et profit Ce qu'il le a fait. passif des droits de l'homme. Il faut le poursuivre. Absolument. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit en Guinée équatoriale n'est pas un obstacle à la poursuite. Et les poursuites vont être exercées. Il faut que des comptes, que les responsabilités plutôt, soient situées. Concernant le cas de Solo Sandeng, il est mort en détention. Récemment, vous avez vu effectivement des informations. Nous-mêmes, avocats, moi-même avocat, on a eu des images en tout cas d'un corps présenté comme étant le corps martyrisé de Solo Sandeng. Il est tout à fait normal aujourd'hui qu'une enquête se fasse, qu'on puisse savoir qui en a donné l'ordre, qui l'a exécuté, pourquoi il a été assassiné et où est le corps. Et vous interpellez qui? Le président Barrow qui est au sein Barrow, Oui. qui a commencé d'ailleurs Oui. à faire un bon travail, et on l'encourage dans cette dynamique. Le reste, on est des avocats, donc aguerris avec la procédure internationale et mettra en œuvre les moyens nécessaires, effectivement, pour que les individus qui sont impliqués dans ces tas de violations des droits de l'homme, quel que soit leur niveau de responsabilité et l'endroit où ils se trouvent, qu'ils sachent, comme Charles Taylor, un jour viendra où ils devront s'expliquer devant un tribunal. Très bien, Maître Abdoulaye Tine, nous sommes au terme de cet entretien. Merci d'avoir accepté cette Merci à invitation. vous. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. C'est fini, Bouba. Je vous rends l'antenne. Demain, vous avez rendez-vous avec Mahmoud Ibra Kane. Excellente soirée à toutes et à tous.